À l'ère du numérique, lever des fonds auprès du public, ça a l'air simple, non? Un bon projet, une campagne virale et c'est parti. Eh bien, pas vraiment. En Europe, les règles sont en fait étonnamment strictes. On va décortiquer ensemble pourquoi cet encadrement existe et ce que ça implique que l'on soit une entreprise ou un investisseur. Pour que ce soit bien concret, prenons un cas pratique. Voici Innoftech. C'est une jeune start-up, elle a un projet génial et a besoin de 2 millions d'euros pour se lancer. Son idée, une grande campagne sur les réseaux sociaux pour attirer des investisseurs. C'est simple, c'est direct, c'est moderne, mais est-ce que c'est légal? Voilà, la question est posée. Est-ce que c'est le coup de génie de l'ère digitale ou une manœuvre qui pourrait leur coûter très très cher? Pour y répondre, il faut plonger au cœur de la réglementation financière et comprendre le problème de fond qu'elle essaye de résoudre depuis le début. Avant même de parler des lois et des articles, il faut comprendre le pourquoi. Au cœur de n'importe quelle transaction financière, il y a un déséquilibre, un risque, un avantage injuste qui peut tout faire basculer. Et c'est justement ça que les régulateurs ont dans leur viseur. Le terme technique, c'est l'asymétrie d'information. Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, l'idée est toute simple. Ça veut juste dire que dans un échange, une des deux parties en sait beaucoup, beaucoup plus que l'autre. Et ce concept, il est à la base de quasiment toute la réglementation financière. Cette image, elle résume parfaitement la situation. D'un côté, l'entreprise. Elle connaît ses vrais chiffres, ses points faibles, les risques qui pèsent sur elle. De l'autre, l'investisseur. Lui, il ne voit que la vitrine, ce qu'on veut bien lui montrer. Ce fossé d'information, il met le petit investisseur dans une position très vulnérable, d'où le besoin absolu de le protéger. Alors, comment la loi fait-elle pour contrer ce risque? Eh bien, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle a construit une sorte de forteresse. C'est la règle d'or. Une seule porte d'entrée, très bien gardée, que toutes les entreprises doivent franchir si elles veulent demander de l'argent au grand public. Et ça, c'est sans doute le point le plus important à retenir, le principe de base. Par défaut, toute offre au public est interdite. Ce n'est pas qu'il faut demander une autorisation, non, c'est que c'est interdit, point. Pour avoir le droit de le faire, il faut remplir des conditions extrêmement précises. Mais au fait, c'est quoi exactement une offre publique? La définition est volontairement très large. N'importe quelle communication, que ce soit un site web, une campagne d'email ou même un simple post sur les réseaux sociaux, dès lors qu'elle donne assez d'infos pour qu'on puisse se décider à investir, eh bien, c'est considéré comme une offre publique. Alors, comment on fait pour ouvrir cette fameuse porte en toute légalité? La clé, la voici. C'est un document qui s'appelle le prospectus. C'est un dossier ultra détaillé sur l'entreprise, son projet, ses finances, ses risques. Et ce document doit être validé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui vérifie que tout y est, que c'est clair et que ça ne raconte pas le bobard. Bien sûr, si chaque petite entreprise devait rédiger un prospectus, ce serait un casse-tête son nom et ça coûterait une fortune. La réglementation a donc prévu des exceptions. On pourrait dire des sortes de portes dérobées légales pour ceux qui remplissent certains critères bien précis. La première de ces portes dérobées, c'est de s'adresser uniquement à des investisseurs qualifiés. En gros, ce sont les pros, les banques, les fonds d'investissement. L'idée, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être tenus par la main. Ils ont l'expertise pour analyser les risques eux-mêmes et n'ont pas besoin d'un prospectus complet pour se protéger. Une autre option, très utilisée, c'est le cercle restreint. Là, on s'adresse à un nombre limité de personnes, généralement moins de 150, et qui sont déjà identifiées. Comme ce n'est pas une sollicitation publique au sens large du terme, la loi est beaucoup plus souple. C'est la voie royale pour de nombreuses levées de fonds privés. Et enfin, il y a une exception capitale pour beaucoup de PME. C'est le seuil des 8 millions d'euros. Pour toute levée de fonds en Europe qui est en dessous de ce montant, l'obligation de faire un prospectus lourd et coûteux est levée. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de règles du tout, mais elles sont très simplifiées. Ça rend le financement bien plus accessible. D'accord, mais toutes ces règles, elles ont été pensées pour la finance traditionnelle. Qu'en est-il du monde du crowdfunding ou encore des cryptoactifs? Face à ces innovations, le législateur a bien dû s'adapter et créer de nouveaux cadres. Ce tableau, il montre très bien comment le système s'adapte. Regardez, le lourd prospectus est remplacé par un document plus simple. La fiche d'information clé, le FICI pour le crowdfunding, ou un livre blanc pour les cryptos. La supervision aussi change. On passe d'une validation directe par le régulateur à une vérification par les plateformes ou à une simple notification. La forme évolue, mais le principe de fond, lui, ne bouge pas. Pas de levée de fonds publics sans un minimum de transparence. Bon, revenons à notre start-up Innoftech. Imaginons qu'elle décide de faire fi de toutes ces barrières et de lancer sa levée de fonds sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passerait?
Le message est très clair, les conséquences sont extrêmement sérieuses. On ne parle pas d'une simple petite tape sur les doigts, ça peut aller très très loin et toucher au droit pénal. Concrètement, les risques sont énormes. Premièrement, l'opération peut être annulée. Chaque investisseur peut réclamer son argent immédiatement. Ensuite, il y a des sanctions pénales, avec des amendes qui peuvent être colossales et même de la prison. L'AMF peut aussi infliger ses propres amendes. Et pour finir, les dirigeants de l'entreprise peuvent être poursuivis personnellement par les investisseurs qui ont perdu de l'argent. L'enjeu est tout simplement colossal. On termine donc sur cette question, qui résume tout le défi actuel. Comment trouver le bon équilibre ? Comment continuer à protéger l'épargne des gens sans pour autant tuer dans l'œuf l'innovation et le financement des entreprises qui construisent le monde de demain ? C'est le dilemme permanent auquel la réglementation financière doit et devra toujours tenter de répondre.